Bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez? Je pense que vous pouvez, écrire dans le chat. Hem, je vous souhaite d'abord la bienvenue à cette première séance du cycle de webinaire de l'Office pour les insectes et leur environnement, dont le titre est «Insectes, quand voir petit, c'est voir l'avenir». Donc, pendant toute la séance, vous n'hésitez pas à intervenir dans le chat pour, réagir et poser vos questions. Et je commence par donner la parole à Samuel Jolivet, directeur de l'OPI. Merci beaucoup Clara. Écoutez, très heureux à mon tour de vous accueillir pour cette, première. Donc, je vais remercier Clara tout de suite, hein, qui a été, la cheville ouvrière de cette, de ce premier cycle de webinaire, de l'OPI, dans le cadre du pôle mobilisation du public de l'OPI, qui est donc animé par Claire Camilleri et avec l'aide de Laetitia Lecornet, qui est notre chargée de communication, et bien sûr de tous les intervenants qui ont répondu présents à l'appel. Donc ça, on verra un peu plus tard le programme et les intervenants pour la suite. Je voulais aussi remercier l'Office français pour la biodiversité qui nous soutient sur ce projet, l'OFB. Et vous dire que, vous êtes plus de 500 inscrits, donc ça nous fait, vraiment chaud au cœur. C'est un très bon chiffre pour démarrer une séance de ce webinaire et on voit déjà le nombre de participants assez important pour le début à l'heure. Bravo. On peut passer, voilà, à la diapo suivante. Je vais vous présenter rapidement l'OPI pour que vous connaissiez toutes, et tous, les dessous de notre association. Donc on est une des associations nationales françaises qui se mobilise pour la protection de la nature et de l'environnement, avec une petite particularité, c'est que nous, on représente les 40 à 50 000 espèces d'insectes qui sont présents sur le territoire hexagonal. Donc on a une très forte responsabilité, hein. Les insectes, c'est 3 animaux sur 4 à peu près, avec en ce moment de très très grosses inquiétudes sur la bonne santé des populations liées à l'artificialisation des milieux, mais surtout à l'utilisation intempestive et complètement déraisonnée de la chimie de synthèse. Quand on a été créé, en 1969, c'était sur le constat que faisaient les entomologistes amateurs ou professionnels, dont une bonne partie issue de l'INRA, qu'on ne parlait d'insectes que comme des nuisibles ou des ravageurs, et qu'il fallait absolument pouvoir partager à tous la part prépondérante qu'ils ont dans les écosystèmes, avec un langage le plus simple possible. Donc cette idée à l'époque, elle était presque étrange. Les gens haussaient les sourcils ou s'interrogeaient, mais aujourd'hui, je pense qu'elle a quand même fait son chemin dans la conscience collective, et c'est une bonne nouvelle pour nous parce que ça montre que notre discours porte et que vous êtes de plus en plus nombreux à le rejoindre. Donc notre projet associatif, c'est d'agir pour la connaissance entomologique, la protection des milieux et la sensibilisation de tous les publics au monde des insectes. Et pour ce faire, donc, on compte plus de 2000 adhérents sur tout le territoire. Les adhérents, c'est ce qui fait notre légitimité, c'est ce qui nous permet d'être une association agréée, d'être habilité à siéger dans les instances pour pouvoir porter la parole des petites bêtes. Donc on en reparlera un peu plus tard parce que on a besoin de votre soutien à ce sujet-là. On a un conseil d'administration qui est issu uniquement de nos membres, qui compte 20 personnalités, une équipe salariée de 35 personnes aujourd'hui, une belle équipe, super mobilisée, qui est répartie entre nos 2 sites principaux dans les Yvelines, le siège social qui est à Guyancourt, la Maison des Insectes qui est à Carrières-sous-Poissy, et puis enfin l'antenne en Occitanie, à côté de Montpellier. Et puis avec ça, bien sûr, on a beaucoup de bénévoles et des volontaires en service civique, puisque c'est un programme sur lequel on s'est engagé aussi. C'est important de pouvoir accompagner les jeunes dans leur début de vie active et leur permettre de se faire leurs armes dans des assos comme la nôtre.
On a aussi des associations régionales et des groupes de travail thématiques, mais bon, ça devient un peu complexe comme détail. Donc à l'époque, nos fondateurs avaient comme objectif que l'OPI soit à la fois une structure experte sur les insectes, mais aussi une structure qui puisse parler simplement de ce sujet à tous les publics, et c'est toujours notre credo aujourd'hui. C'est comme ça qu'on a pu organiser notre activité en deux pôles. Le pôle études et conservation, qui va être celui qui va gérer les inventaires, les études et les expertises, sur lequel on va pouvoir aussi accompagner les politiques publiques, ainsi que les acteurs, que ce soit des gestionnaires d'espaces naturels ou des acteurs plus institutionnels. On est animateur des principaux plans nationaux d'action liés aux insectes en danger, parmi eux les libellules, les papillons de jour, les pollinisateurs. Il y a des ouvertures vers les coléoptères saproxyliques à travers un plan national vieux bois, de plus en plus donc de parties de la faune qui sont prises en compte par des politiques publiques volontaristes pour la conservation. On est aussi une tête de réseau pour les problématiques d'évaluation des espèces à enjeu, que ce soit dans le cadre des espèces qui sont liées à une directive européenne, comme le lucane cerf-volant, par exemple, dont vous avez sûrement entendu parler, ou d'autres, et puis les espèces pour lesquelles on va réaliser avec l'UICN et le Muséum national d'histoire naturelle des listes rouges pour pouvoir donner un petit peu la température de celles qui sont le plus en danger ou pas. Enfin, un autre axe très important qui s'est développé au cours des 10-15 dernières années chez nous, c'est les sciences participatives, le formidable outil qui permet de proposer aux citoyens d'accompagner les scientifiques pour avoir des lots de données qui vont permettre de dépasser ce que les seuls professionnels seraient capables de faire. Donc, je vous cite par exemple le SPIPOL, le programme pour devenir paparazzi des insectes, qui est celui qui marche le mieux et depuis longtemps déjà. Donc, d'un autre côté, on a le pôle mobilisation des publics. Et donc, c'est à travers ce pôle que on porte toutes nos actions d'éducation à l'environnement, que ce soit les animations pour les scolaires, pour le grand public. On a donc à la Maison des Accueils des insectes une grande exposition avec des insectes vivants qui nous permet d'accueillir le public toute l'année, en partenariat avec le département des Yvelines. On a aussi une activité d'élevage pédagogique. C'est quelque chose qui nous semble très important aujourd'hui. Les enfants ont de moins en moins l'occasion de pouvoir voir du vivant, de pouvoir élever, prendre soin, se rendre compte de tout ce qui peut se passer dans une vie d'insecte, depuis l'œuf jusqu'à l'insecte adulte, en passant par la chenille et la chrysalide quand c'est des papillons ou par les larves quand c'est d'autres types d'insectes. Donc ça, c'est une activité qui est très importante pour nous. On fait aussi de l'édition avec une revue trimestrielle qui s'appelle Insectes, des revues plus scientifiques qui sont maintenant uniquement sur la toile, et puis des supports de communication divers et variés dans nos réseaux sociaux qui sont animés assez fortement. Et puis enfin, on est un acteur de la formation professionnelle avec le Calliope, qui permet de pouvoir intervenir pour tous les professionnels et leur apporter des connaissances sur les insectes. Donc, ce cycle de webinaire a été mis en œuvre dans le but de pouvoir vous proposer des thématiques variées en tirant parti des outils de visio qui ont connu un essor assez démocratique ces dernières années. Donc, du coup, c'est le pôle mobilisation qui s'est emparé du projet pour vous concocter ce programme. Donc, aujourd'hui, on va s'émerveiller avec Enaloel. Enaloel, c'est une de nos dernières recrues. Elle travaille à l'antenne Occitanie. Et pour la petite histoire, Enaloel a été notre premier service civique il y a déjà quelques années. Donc, on est très content de la voir revenir dans l'équipe et vous allez voir qu'elle est brillante et qu'elle va vous faire rêver avec toutes les bestioles qu'elle va vous présenter.
On aura ensuite Valérie Chansigo, qui est une historienne reconnue, qui est dans notre conseil d'administration et qui a beaucoup de science autour des relations entre l'humain et le non-humain et de l'historique qui va avec. Donc ça, je vous conseille vivement, c'est très intéressant. François Lasserre, qui est un de nos vice-présidents depuis très longtemps, et un grand pédagogue qui va certainement vous amener à parler des idées reçues et puis de tout ce qui peut être dans notre culture face aux insectes. En général, on s'y amuse. Et puis Pierre Zagatti, qui est aussi un de nos administrateurs, qui a longtemps été vice-président en charge du projet scientifique, qui lui a vraiment la connaissance de l'entomologiste académique et qui est particulièrement féru des liens entre l'insecte et les écosystèmes. Donc ça, c'est pareil, ça sera certainement un très bon moment à passer pour ce genre de sujet. Et puis septembre-octobre, on n'a pas encore tout à fait calé les sujets, mais vous voyez déjà sur quoi ça portera. Donc un petit point promo quand même, hein, pour vous rappeler que les associations, elles existent et elles ont du poids grâce à leurs adhérents. C'est quelque chose de très important pour nous. Donc vous avez le lien qui s'affiche. N'hésitez pas à le transmettre autour de vous. Si le sujet des insectes vous semble important, eh ben, c'est le meilleur moyen de le soutenir. Les adhésions peuvent être en plus défiscalisées au moment de votre déclaration annuelle à hauteur de 66%, ce qui fait que finalement, ça coûte pas bien cher. Et puis la fête de la nature, qu'on voulait mettre un petit peu en avant à l'occasion de ce webinaire, puisqu'elle a lieu dans un mois, autour du 22 au 26 mai, avec un programme très riche à travers toute la France. On a essayé de trouver dans notre réseau des volontaires pour pouvoir animer un peu partout. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de la fête. Vous trouverez certainement quelque chose qui se passe pas très loin de chez vous. Et si jamais par malheur vous trouvez rien que fait l'OPI, il y aura forcément une autre asso du réseau national qui vous proposera des choses. Et c'est vraiment un moment qu'on vous conseille de vivre avec les professionnels de la nature en général. C'est très sympa et très enrichissant. Donc voilà, écoutez, je vais laisser la parole donc à Enna Loel, qui va vous amener dans le monde des insectes pour voir si demain, quand vous verrez petit, vous verrez aussi l'avenir. Alors, avant de laisser la parole à Enna Loel, je vais vous faire un rapide point technique parce que nous vous proposons quelques moments interactifs, ce soir sous forme de quiz et d'expressions un peu plus libres. Donc j'invite toutes celles et ceux qui le souhaitent et qui le peuvent à se rendre à l'adresse qui s'affiche, sur la présentation, donc wooclap.com, et à entrer le code associé ou alors à cliquer normalement directement dans le lien qui va vous être envoyé dans le chat. Et donc le moment venu, des questions apparaîtront sur l'interface. Bien sûr, il n'y a aucune obligation de participation, c'est seulement un petit complément, ludique, de tout ce que vous découvrirez ce soir. Je laisse la parole à Enna Loel maintenant. Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue dans cette présentation. Je vais prendre le relais. Et le temps que vous vous connectiez un peu sur WooClap, je vais vous présenter un peu comment ça va se passer la suite. Du coup, moi, je vais vous parler de la diversité de formes et de couleurs chez les insectes. Mais pas n'importe quels insectes. Je ne vais pas vous parler des insectes qui sont dans des pays éloignés où on a tous vu des documentaires avec des insectes géants aux formes incroyables. Moi, je vais vous faire rêver avec les insectes qu'on a chez nous en France métropolitaine. Ou en tout cas, c'est mon objectif. Alors, je vais essayer de vous amener dans mon univers, le monde des minuscules. Et puis, on va essayer de suivre. Du coup, on parle d'insectes, mais il faudrait déjà savoir à quoi ça correspond. Là, l'idée, c'est de faire un petit quiz et que vous me dites, que vous me disiez parmi ces animaux, lesquels sont des insectes. C'est pas un interrogatoire, vous inquiétez pas, vous pouvez y aller tranquillement. Mais on peut voir que il peut y avoir des petites subtilités. Je vous laisse quelques minutes pour répondre. Il suffit de vous connecter avec le code.
Pensez un peu aux insectes que vous avez l'habitude de voir parfois dans votre jardin. Qu'est-ce qui les caractérise? Je crois que c'est une histoire de pattes. Je donne des indices. Je commence. Normalement, vous avez le temps, hein. Il y a 8 photos, mais on a mis un petit chrono, vous inquiétez pas. Vous avez le temps encore de vous connecter et de répondre. C'est quoi l'image 4? Ah ah! Bonne question. C'est un archéognathe, mais est-ce que ça va vous aider? Si je vous donne toutes les réponses, après, on perd le principe du quiz. Est-ce que c'est tout bon pour le quiz? Ah, je vois des pouces se lever. Oui, oui. Alors, on va passer aux réponses. Eh bien, parmi les 8 photos, il y en avait 2 qui n'étaient pas des insectes. Alors, pourquoi? On va le voir. Là, je vais juste vous donner les noms. Donc ça, c'est une araignée et ici, on a un colembole. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Ça va être rapide. Une petite classification rapide, on a les arthropodes qui ont un corps segmenté et des pattes articulées. Et pour différencier les différents groupes, les différentes classes d'arthropodes, le principe est très simple, il suffit de compter les pattes. Soit ça a 8 pattes, et donc du coup, on a les chélicérates qui sont les araignées, les scorpions ou encore les tiques. On a les myriapodes qui ont entre 18 et 354 pattes. Ici, c'est en France métropolitaine, je précise encore. Ailleurs dans le monde, on a des espèces qui ont jusqu'à plus de 1000 pattes. On a les crustacés qui ont entre 10 et 14 pattes, qui vont regrouper les crevettes, mais aussi les crabes, mais aussi les cloportes, qui sont les seuls crustacés terrestres que l'on a. On peut voir chez les myriapodes qu'il y en a qui ressemblent à des cloportes, mais là encore une fois, il suffit de le retourner et de compter le nombre de pattes. Et enfin, on a les hexapodes, qui ont tous 6 pattes et un corps en 3 parties. Mais pourquoi notre petit colembole n'est pas un insecte? En fait, la classification, c'est un petit peu complexifié. Les insectes ont en fait des yeux composés et des pièces buccales externes. Donc les pièces buccales, en fait, c'est ce qui va leur permettre de s'alimenter. Si vous voyez le papillon, vous pensez à sa trompe, vous la voyez visuellement. Si vous pensez au coléoptère, vous voyez les mandibules. Alors que chez les colemboles, les diploures et les protoures, les pièces buccales sont internes, elles sont cachées à l'intérieur de la tête, vous ne pouvez pas les voir. Et de plus, ils n'ont pas d'yeux composés, ils ont des yeux simples, des ocelles, voire pas d'yeux du tout. En effet, il y a des espèces qui vivent dans le sol et donc du coup, ils n'ont pas besoin de voir vu que c'est nuit noire. Donc ça, c'était un petit point pour la classification. Et maintenant, je vais vous poser à vous la question. Le sujet principal de cette conférence, c'est pourquoi est-ce qu'il y a une si grande diversité de formes et de couleurs chez les insectes? Est-ce que c'est juste pour faire joli ou est-ce qu'on a des utilités, des fonctions? Donc là, je vous laisse répondre. Vous pouvez faire plusieurs propositions, mais essayez de faire une proposition à la fois. Par exemple, si je vous demande qu'est-ce que vous prenez le matin, vous faites une proposition confiture, vous validez, puis une proposition chocolat chaud. Vous ne mettez pas tout à la suite. Comme ça va nous faire un joli nuage de mots. Oui, je vois dans le chat que les colemboles étaient encore classés chez les insectes. C'est vrai, en effet, c'était le cas anciennement. La classification avec 6 pattes
faisaient des collemboles des insectes, mais ils ont été séparés il y a quelques années déjà, justement du fait des pièces buccales. Je vous laisse quelques minutes pour remplir le nuage de mots. Ah, le nuage de mots qui s'affiche. Alors, on voit des choses intéressantes, hein. On voit des choses qui sont pas mal répétées, des mots qui grossissent en fonction du nombre de propositions qui ont été mises. Là, je vois des bonnes idées, hein. Je vais pas influencer le temps que vous répondiez. Pensez aux insectes que vous avez dans votre jardin, de des formes et des couleurs qu'ils ont. Si vous vous êtes déjà demandé à quoi ça pouvait servir. Et tout n'est pas obligé d'avoir une utilité non plus. Je vois pas mal de camouflage et de mimétisme, hein. Ça, on va en reparler. Je vois le mot évolution apparaître aussi. En effet, hein, c'est dû à l'évolution, toutes ces formes et ces couleurs différentes. Waouh, vous nous avez fait un super nuage de mots. Du coup, le camouflage et le mimétisme arrivent en premier et en effet, ça joue beaucoup. On a aussi la reproduction. Je ne vais pas l'aborder, aujourd'hui dans la présentation, mais il faut savoir qu'en effet, les formes et les couleurs permettent, aux insectes de se reconnaître entre eux. Quand un mâle cherche une femelle, il va en partie la chercher avec la forme qu'elle a et les couleurs qu'elle a. Parfois des couleurs qui ne sont pas visibles à l'œil humain. La protection et la défense, ouais, se protéger face aux prédateurs. On a quoi? La toxicité, ouais, ça c'est bien, on va en parler aussi. L'alimentation, la prédation, les dangers. Eh bien écoutez, moi je vous propose qu'on continue la présentation et puis qu'on parle, plus amplement de tout ça avec, des photos comme exemple. Hop, et on va commencer par les formes. Du coup, chez les insectes, on va avoir des formes très variées. On a des insectes vont avoir des grandes pointes, on va avoir des insectes qui vont être couverts d'épines, ou alors qui vont être tout lisses et tout globuleux, comme les coccinelles. On voit aussi des insectes qui ont des grandes protubérances sur la tête. On ne saurait pas trop comment qualifier la forme qu'ils ont. On a des formes plus rectangulaires ou en forme de losange. On a des formes très allongées, comme un phasme que vous connaissez. On a des formes aussi plus subtiles sur les ailes, par exemple des ailes très alvéolées. Ici, on a, le tigre du platane qui est en fait, qui fait partie de la famille des punaises dentelles qui porte bien son nom, avec l'aspect de dentelle, où on a des insectes de forme fusiforme, comme, les buprestes. À quoi servent ces formes? Alors, il y a beaucoup de gens qui l'ont dit, le camouflage ou le mimétisme et ici, on va commencer par vous parler du mimétisme cryptique. Donc le mimétisme cryptique, c'est une espèce qui imite un objet inanimé de son environnement pour se rendre invisible aux prédateurs. Techniquement, comment ça se fait?
En fait, on a par exemple l'exemple de ces 2 papillons qui vont ressembler à des feuilles. Le citron, ce papillon, va ressembler à une feuille un peu jaune sur un arbre, alors que là, on a clairement un mimétisme avec une feuille morte. Mais on peut avoir des mimétismes, plus originaux. On a ici une punaise qui est loin de ressembler à la punaise verte qu'on connaît, mais qui ressemble à une petite graine et qui est très petite, de l'ordre de quelques millimètres seulement. Ensuite, on va avoir, quelque chose que vous connaissez plus facilement, comme les phasmes qui vont ressembler un peu à des bâtons. Donc ici, on a une chenille qui se tient très droite et qui va ressembler à une branche, ou alors ici, un papillon qui va ressembler pareil à une petite branche, et ici un autre papillon, décidément les papillons sont les rois du mimétisme, qui va ressembler un peu à une petite bûche, à une petite branche. Dans les autres mimétismes cryptiques, on a des choses un peu plus élaborées. En haut, là, ce que vous voyez, c'est 2 photos d'une casside. Les cassides, elles ont un truc très original, c'est que si vous la regardez de dessus, vous ne voyez pas sa tête. De dessous, par contre, sa tête, elle est juste ici. C'est la petite tête noire que vous voyez. En fait, c'est le pronotum, donc la partie qu'il y a derrière la tête, qui est très grande, très allongée et qui va recouvrir le dessus de la tête. Ce qui fait que quand elle rentre ses antennes et ses pattes, elle peut se fusionner un peu, faire succion avec, la feuille, elle fait ventouse et là, plus personne ne peut l'attaquer. On ne peut plus lui attaquer les pattes, on ne peut plus lui attaquer les antennes et elle devient quasiment invisible avec sa forme sur la feuille. Ensuite, on a les neppes. Les neppes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des punaises aquatiques, donc là, c'est une photo qui est prise sous l'eau, qui vont, se positionner vraiment au fond de l'eau, dans la vase et vraiment s'enfouir dans la vase pour se cacher. Là, pour le coup, bon, c'est pas vraiment pour se rendre invisible face au prédateur, parce que c'est elle la prédatrice. Et donc du coup, elle va s'en servir pour rester cachée et attaquer ses proies. De la même manière, on a les chrysopes. Donc là, c'est une larve de chrysope. La chrysope, vous la connaissez peut-être adulte, c'est la mouche aux yeux verts, un grand insecte vert très élégant, qui lui va se recouvrir soit de poussière, soit de cadavres qu'il a mangés pour ressembler pareil à un tas de poussière. Ça sert à la fois pour se camoufler lorsqu'il s'approche de ses proies, mais aussi ça sert à se camoufler par rapport à un prédateur parce que personne n'a envie de manger un tas de poussière. Et la photo tout à droite, on a la réduve masquée. Celle-ci, elle est aussi originale. En fait, au stade juvénile, donc quand elle est jeune, elle est recouverte d'une substance gluante, un peu collante, et quand elle va se balader dans son environnement, elle va se recouvrir de ce qui se trouve dans son environnement. Donc, par exemple, si elle traîne dans de la poussière, elle va se recouvrir de poussière. Là, c'est un individu qui vivait dehors, donc du coup, il s'est recouvert de sable. Mais à une dernière conférence, on m'a déjà rapporté une photo de cette même espèce, mais qui était entièrement rose. Et en fait, pourquoi elle était rose? C'est parce qu'elle elle avait élu domicile dans la salle de bain et s'était recouverte de miettes de savon rose. Je pense que c'est la seule à avoir eu cette photo. Donc des manières très différentes de se camoufler. Ensuite, on a une autre forme de mimétisme, c'est le mimétisme bathésien. C'est une espèce inoffensive qui présente l'apparence d'une espèce dangereuse pour effrayer les prédateurs. Bon, je vous arrête tout de suite. Espèce dangereuse, on parle vraiment du règne animal entre insectes, oiseaux, etc. On ne parle pas des humains. Ils ne vont pas être dangereux pour nous. Donc là, on a 2 exemples de punaises qui vont se faire passer pour des fourmis. Donc les fourmis qui peuvent, par exemple, mordre, ou qui vont avoir, de l'acide formique, forcément, c'est un peu plus, grand danger pour les oiseaux qui vont peut-être se méfier et ne pas vouloir les attaquer alors qu'elles ont rien pour se défendre. Donc là, c'est bien relatif par rapport à la forme avec, l'abdomen qui est très épais, puis très rétréci. Ça fait penser à la forme d'une fourmi. Voilà un peu pour les formes. Ensuite, on va parler des couleurs. Quelles couleurs existent chez les insectes? Donc là, je vous ai fait plusieurs réponses et il faut sélectionner les bonnes. Qu'est-ce que vous connaissez comme couleur qui existe chez les insectes?
comme pour les petits quiz différents, vous pouvez aller sur le lien WooClap et noter le code pour pouvoir répondre au quiz. Je vais en profiter pour regarder s'il y a eu un peu quelques questions. Alors, je vois qu'il y a une question sur la bave de coucou et on demande si ça rentre dans ce type de mimétisme. En fait, la bave de coucou, le crachat de coucou, c'est quelque chose que font, c'est ce que vous avez vu parfois sur des tiges, peut-être dans votre potager, un peu cette petite mousse blanchâtre sur les tiges. En fait, ce crachat de coucou est fait par des cicadelles et le but, c'est pas vraiment de se cacher et de se faire passer pour son environnement, puisqu'il n'y a pas de mousse dans l'environnement. En fait, l'objectif principal, c'est plus, d'éviter de se dessécher, puisque du coup la mousse est très humide et ça empêche le corps très fragile, de finir desséché et donc de survivre. Mais dans les faits, ça permet de se protéger des prédateurs, mais c'est pas une sorte de mimétisme. Et je vois aussi qu'il y a des, propositions comme, les cirques excusez-moi, les cirques qui se déguisent en hyménoptères, mais ça, c'est pas par rapport à la forme, c'est plus par rapport aux couleurs. On va en reparler juste après. Fin du quiz. Alors, quelles étaient les bonnes réponses? Eh bien, les bonnes réponses, c'est toutes. Toutes les couleurs que j'ai citées existent chez les insectes. Je l'ai vu d'ailleurs dans le chat, il y en a qui avaient répondu ça. Donc on a bien sûr les couleurs que vous connaissez bien, le vert et le brun, mais on a des couleurs plus flashy, le jaune, le rouge, le rose, le bleu, et des couleurs très neutres, donc le blanc et le noir. Et en effet, souvent le rose et le violet sont moins choisis parce qu'on en voit moins souvent. Là, par exemple, cet insecte rose, c'est un papillon de nuit. On a souvent tendance à croire qu'ils sont très ternes et très petits, mais là, on a un bel exemple d'un beau papillon de nuit bien rose, bien flashy. On a aussi des motifs variés chez les insectes. On en a avec des points, avec des traits, avec des carrés, avec des taches, avec des ocelles. Donc les ocelles, ce sont des cercles concentriques qui vont former ce motif que vous voyez sur le papillon du milieu. On a aussi des motifs en forme de chevron, ou alors des motifs plus complexes qui peuvent faire penser à des masques africains, ou alors des mouchetures, comme cette mouche aux ailes mouchetées. Et ces couleurs, elles varient. Elles varient selon les espèces, mais pas seulement. On a ce qu'on appelle le dimorphisme sexuel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le mâle et la femelle ne se ressemblent pas forcément. Ils ont des différences. Là, pour la couleur, chez le Sympétrum sanguin, on a le mâle qui est rouge et la femelle qui est jaune. Et c'est toujours comme ça. Chez ces petits buprestes-là, on a le mâle qui est tout vert et ensuite la femelle qui a le pronotum rose et bleuté. Pour les photos suivantes avec les cicadelles, on a la femelle en haut qui est toute verte et le mâle qui est plus bleuté. Chez les papillons, on a l'azuré commun. On connaît le bel azuré bien bleu, mais ça, c'est que le mâle. La femelle, elle, est toute brune. Et enfin, en bas à gauche, je vous ai mis une photo d'un accouplement de punaises. Et là, de nouveau, il y a des couleurs différentes. Sauf que là, j'ai mis un piège. Là, c'est pas le mâle et la femelle. Enfin, si, puisqu'ils s'accouplent. Mais ça aurait pu être très bien l'inverse. On peut avoir des formes rouges, des formes blanches ou des formes jaunes. Ça ne veut pas forcément dire que c'est lui le mâle ou elle la femelle. On a des couleurs qui peuvent varier, pas seulement via le sexe. On a du coup ce qu'on appelle
alors un dimorphisme intraspécifique. Donc intraspécifique, c'est au sein d'une même espèce. Donc là, si on prend une seule espèce, la coccinelle a 10 points, qui porte, ma foi, fort mal son nom, puisque parfois elle n'a aucun point, ou parfois elle n'a que 2 points. C'est pour vous montrer que, eh bien, il ne faut pas forcément se fier aux couleurs ou aux teintes des insectes. On peut avoir des grandes variabilités au sein d'une même espèce. Alors, tous les insectes ne sont pas comme ça, hein. Certains vont plus se ressembler avec des individus qui vont être beaucoup plus semblables. Mais ici, on a un exemple d'un insecte qui est très différent selon les individus. Tous ces individus font partie de la même espèce, la coccinelle à 10 points. À quoi servent ces couleurs? Alors, on va retourner vers notre mimétisme cryptique, où on va avoir très basiquement les insectes verts qui vont se camoufler sur les feuilles, les insectes bruns qui vont se camoufler sur les troncs d'arbres, par exemple. Mais on en a qui ont poussé un peu le truc un peu loin. Ici, on a la photo en bas à gauche, on a l'Hedra aurita, qui est en fait notre plus grosse cicadelle française. Et au stade larvaire, elle est grise avec des taches un peu brunâtres. Et si vous la mettez sur une feuille verte, bah forcément, son déguisement, il est très nul. Sauf que son habitat, il est sur les troncs comme ça. Là, je ne l'ai pas déplacé, on l'a vraiment cherché exprès et on l'a trouvé sur cette écorce. Et là, on a du mal à la distinguer, hein, même sur la photo. Ensuite, chez les orthoptères, donc chez les criquets et les sauterelles, on va avoir des teintes un peu différentes. Par exemple, chez le criquet hérisson, on va avoir des teintes qui vont se camoufler un peu avec la litière. Là, on le voit bien parmi les cailloux, parmi les petits morceaux de bois, etc. Ça va bien se confondre, son mimétisme. Chez les œdipodes, ce sont les criquets qui ont des ailes colorées. Là, encore une fois, au sein de la même espèce, on va avoir des individus qui vont avoir des couleurs différentes. Selon s'il est sur une terre un peu rougeâtre comme ici, il va avoir des couleurs très orangées, ou alors à l'inverse, sur des cailloux très blancs, très clairs, il peut être de teintes totalement grisâtres. Donc selon son environnement, les individus vont être de couleurs différentes. On a bien sûr les chenilles, hop, ici, qui là, se camouflent très bien de par à la fois leur forme, mais aussi leur couleur, puisque souvent c'est l'association des 2 de toute façon. Et là, on a une chenille très verte qui va se confondre sur la tige, mais aussi avec des petites zones un peu brunes qui vont se confondre avec les petites épines, avec les petites taches sur la tige. Enfin, le coléo en bas à droite, on a un insecte qui est sur le sable, un coléo qui est sur le sable, et là je vous les ai mis en gros plan, mais croyez-moi que quand on est debout et qu'on essaye de le trouver, et ben quand il marche sur le sable, on le voit très très mal. De par ses couleurs très blanchâtres avec des petits pointillés, il se confond très bien avec le sable. Donc différentes manières de ressembler à son environnement par la couleur. Ensuite, on a totalement l'inverse. L'aposématisme. C'est une espèce qui arbore des couleurs d'avertissement signalant leur toxicité. Donc là, l'idée, c'est de se montrer le plus possible pour se protéger. C'est l'inverse du mimétisme cryptique. L'idée, c'est que les couleurs rouge, jaune, orangé associées à du noir sont des couleurs d'avertissement qui disent « Ouh là là, attention, je suis pas bonne à manger. Ne me mangez pas, je suis toxique. » Donc ça peut marcher chez certaines espèces qui sont réellement toxiques. Par exemple, en bas à droite, on a une chenille qui se nourrit des euphorbes et qui devient donc toxique. Mais on a aussi des espèces qui en profitent un peu, qui arborent ces couleurs alors qu'elles ne sont pas vraiment concernées par la toxicité. Donc quand on voit les différents exemples, on a l'azygène qui est noire avec des taches rouges. On va avoir tout un tas d'hyménoptères. Donc les hyménoptères, c'est les guêpes, les abeilles, qui vont être avec des alternances notamment de jaune et de noir. On peut avoir aussi certaines coccinelles, donc qui vont être soit jaunes, soit rouges, soit noires, qui vont avoir ces couleurs d'avertissement. Il faut savoir que les coccinelles ont des phénomènes pour sécréter des odeurs un peu nauséabondes et qui ont très mauvais goût. Donc elles ont bien raison de mettre un signal d'avertissement. Et on a aussi quelques punaises.
Les insectes vont encore plus loin, puisqu'ils font ce qu'on appelle un mimétisme mullérien. C'est-à-dire que plusieurs espèces toxiques non apparentées, donc de plein de groupes d'insectes différents par exemple, vont avoir des motifs et des couleurs d'avertissement similaires. Ici, je vous ai choisi le motif noir à taches rouges, mais j'aurais pu très bien faire l'inverse, le rouge à points noirs, j'aurais pu trouver autant d'exemples. Ou alors, on aurait pu faire avec des motifs rayés de jaune et de noir, on aurait eu tout un tas d'exemples aussi. Donc là, on a bien des groupes très différents, puisqu'on a des coléoptères, les deux photos à gauche, on a une punaise en bas à gauche, on a un papillon en bas à droite, et on a des cercopes qui sont une famille voisine des cicadelles en haut à droite. Et puis la petite photo dernière, c'est une coccinelle. Elle est poilue, mais c'est quand même une coccinelle. On a des espèces très variées en France. Et donc toutes ces espèces vont avoir un goût toxique ou un goût désagréable, et donc vont se protéger des prédateurs en mettant tous le même signal. Puisque le prédateur, lorsqu'il va manger un de ces insectes, va se dire « Oula, mais c'était pas bon ça !» Et même si il recrache l'insecte et que l'insecte ne survit pas, ça ne sert pas seulement à se protéger l'individu, mais aussi la population, donc l'espèce, voire même du coup tout un tas d'autres espèces si ils représentent tous les mêmes motifs et les mêmes couleurs. Sauf que il y en a qui en profitent un peu. On a le mimétisme bathésien. Cette fois, c'est une espèce inoffensive qui présente l'apparence d'une espèce un peu plus dangereuse pour effrayer les prédateurs. Par exemple, en bas à gauche, on a l'exemple d'un diptère, donc une mouche, le groupe des mouches. On appelle ça un bombyle qui va être tout duveteux, tout brun, tout mignon, mais qui ressemble un peu à un bourdon du coup. Sauf que il est incapable de piquer. Donc il n'est absolument pas dangereux pour ses prédateurs. Je reprécise ici quand même, au cas où c'est nécessaire, que les guêpes ou les bourdons ne vont jamais piquer l'homme, sauf s'ils y sont contraints parce qu'ils se sentent menacés. On parle bien là du danger par rapport aux prédateurs, donc par rapport aux oiseaux par exemple. Je vous ai mis deux autres exemples, toujours du groupe des mouches, qui vont se faire passer pour ici un frelon ou ici une guêpe. Sauf qu'ils n'ont aucun dard, ils sont incapables de piquer. Et si vous voulez savoir un peu la différence, comment les reconnaître, c'est deux ordres d'insectes différents. On a les diptères qui ont 2 ailes et les hyménoptères qui en ont 4. Ça va parfois Et un peu plus loin. Là, par exemple, la photo en bas à gauche, c'est une photo de chenilles et on voit comme des espèces de gros yeux. Sauf que c'est pas du tout ses yeux. Ses yeux, ils sont minuscules, tout petits, et ici sur la photo, on ne voit même pas sa tête, tellement elle est petite et cachée à l'avant. En fait, là, ça fait penser un peu à un serpent. On a d'autres espèces ailleurs dans le monde qui le font encore mieux, avec des plus gros ocelles, mais celle-ci peut faire penser à un serpent pour les prédateurs, et donc elle ne sera pas attaquée. On a ensuite d'autres exemples par rapport à la couleur qui peuvent ressembler à des guêpes. On a ici en haut à gauche un papillon, à droite, en haut à droite un coléoptère, un longicorne, en bas à gauche de nouveau un papillon. Donc cette famille de papillons, c'est les saisies, qui ressemblent justement fortement aux hyménoptères. Et donc en bas à droite, de nouveau un longicorne, avec des motifs un peu différents. Mais d'où viennent ces couleurs? C'est bien beau d'avoir parlé de tant de couleurs, mais d'où est-ce que ça vient? Et là, je vais vous prendre l'exemple des papillons qui ont l'avantage de représenter les différentes manières d'émettre de la couleur. Tout d'abord, comment c'est fichu un papillon? Un papillon, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une aile transparente, comme les libellules, mais qui va être recouverte de milliers d'écailles colorées. En fait, ces écailles, vous avez peut-être déjà pris un papillon dans les mains, et si vous l'avez fait, vous avez eu de la poudre un peu qui est restée sur les mains. Cette poudre, en fait, ce sont les écailles qui sont minuscules. Vous voyez le zoom sur la photo de droite, c'est de minuscules écailles qui, assemblées tout ensemble, vont faire des motifs. Bon, maintenant revenons à nos couleurs. Il y a deux manières de faire de la couleur.
on a des couleurs pigmentaires. Et ça, c'est quelque chose que vous connaissez tous. Vous avez tous fait un jour de la peinture, au moins à l'école. Vous utilisez des pigments, vous mélangez ça avec un peu d'eau. Vous pouvez même mélanger les pigments ensemble et ça fait de la couleur. Plus techniquement, les pigments absorbent les longueurs d'onde et n'en renvoient qu'une partie. Et donc, du coup, ça va donner de la couleur. On a ensuite les couleurs structurales. Juste avant, les couleurs pigmentaires, pour repréciser, ça donne une couleur très mate, très unie. Alors que chez les couleurs structurales, ou alors on dit aussi des couleurs physiques, là, ce qui va nous intéresser, c'est que ça va donner un peu des aspects d'iridation. En fait, chaque écaille, donc chaque minuscule écaille, est elle-même redécoupée. Elle est striée avec des microstructures de l'ordre du nanomètre, donc c'est minuscule, impossible à voir à l'œil humain. Il faut avoir un gros microscope pour le voir. Et en fait, ça va modifier la couleur selon l'angle d'incidence du soleil. Donc selon comment vous vous situez par rapport à votre papillon et par rapport au soleil, votre papillon, sur la photo de gauche, vous pouvez le voir, soit il va apparaître orange, soit il va avoir des reflets bleus. Et donc si j'étais bien positionnée, j'aurais pu le photographier et qu'il soit entièrement bleu. Voilà d'où viennent les couleurs. N'hésitez pas à poser des questions s'il y a des incompréhensions. Chez les coléoptères, donc ceux qui ont une carapace rigide, on a pas mal de couleurs métalliques et justement ces couleurs métalliques sont données uniquement avec les couleurs structurales. C'est ce qui donne l'aspect d'iridation. On a aussi des petites guêpes, hop, ici les deux photos à droite, qui ont ces mêmes couleurs iridescentes, vraiment rose métallique, bleuté métallique. Ce qui nous donne toute cette variété de couleurs et de joie dans le jardin. Et enfin, on parlait des insectes roses et violets. Mais d'où est-ce que ça vient? Alors, il y en a qui sont naturellement roses, mais chez les criquets, on a une autre manière de faire. En fait, les individus roses ne sont pas dus à des espèces précises, mais à en fait une mutation génétique. Donc c'est un gène récessif, mais qui du coup, les individus peuvent régulièrement être roses quand même, on en voit assez fréquemment. En fait, un individu qui est censé être vert, une espèce qui est censée être verte peut tout à fait devenir rose. C'est un excès de pigments rouges qui va le faire apparaître de cette manière-là. Et on a enfin la forme ultime, j'ai envie de dire, le criquet violet, qui lui aussi encore, c'est par des mutations génétiques et des différences de pigments qui fait qu'il va apparaître de cette couleur, alors qu'il n'est pas censé l'être. Et ça, on est content quand on le voit parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà pour moi. J'espère avoir fait un peu le tour des formes et des couleurs chez les insectes. Et du coup, si vous avez quelques questions pour compléter cette présentation, n'hésitez pas dans le chat et puis je vous répondrai. Bah, J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup, Naloël, pour cet exposé. Donc, on a eu plein de questions pendant ta présentation. Donc, ça tombe bien. On va prendre quelques minutes pour répondre à quelques-unes. Donc, on a eu une question de Yves qui demande pourquoi un papillon de nuit est coloré. Eh bien, j'ai envie de dire, pourquoi pas? Plus concrètement, en fait, les questions du pourquoi sont parfois difficiles à répondre, car comme je le disais au tout début, une forme ou une couleur, n'a pas obligatoirement une fonction associée, en fait. C'est pour ça qu'on a souvent tendance à dire, bah, les papillons de nuit, comme ils vivent de nuit, ils doivent forcément être sombres et chercher à se cacher. Mais c'est pas forcément le cas. En fait, c'est des longues années d'évolution qui ont fait avec des mutations, des sélections naturelles, et cetera, qui ont donné ces couleurs à la fin. Et s'il survit en rose, eh bien, l'espèce reste rose. Mais pour l'instant, à ma connaissance, on ne connaît pas d'utilité au fait qu'il soit rose alors qu'il vit la nuit. D'accord. Merci beaucoup pour cette réponse. On a eu d'autres questions également. Sur quel autre critère peut-on différencier les coccinelles à 10 points? Ah, attendez. Pour nos coccinelles à 10 points, du coup, on a bien compris qu'il fallait pas regarder les ailes puisque c'était un piège. En fait, il faut regarder le pronotum. Donc, pour rappel, tout devant, on a la tête.
Ensuite, on a le thorax caché par le pronotum ici, puis l'abdomen caché par les ailes ici. Donc on va regarder l'entre-deux, on va regarder le pronotum qui, si vous regardez à chaque fois, bah, il a quasiment le même motif. Il a ce qu'on appelle une espèce de petite patte de chat. Hein. Il a 5 taches. Donc il y a ça, plus sa petite taille, le fait qu'elle soit assez allongée et qu'elle ait les pattes rouges. Et ça nous permet de la séparer de 2 autres espèces qu'on a, qui peuvent également être très différentes, d'une grande variabilité. On a 3 espèces en France qui peuvent avoir une aussi grande variabilité que chez la coccinelle à 10 points. Il y a la coccinelle à 2 points, qui porte tout aussi mal son nom, soyons clairs dès le départ, et la coccinelle asiatique, qui elle va être beaucoup plus grosse. Et non, la coccinelle asiatique n'est pas jaune, je précise. Autre question, donc comment font les insectes que tu as pu nous présenter pour arborer la couleur de leur environnement? Alors ça, c'est une bonne question et du coup, encore une fois, c'est pas une décision d'une espèce qui se dit, «Ah tiens, moi je pense que je vais être de cette couleur-là». En fait, ça va être, par sélection naturelle, hein. On va avoir des individus, par exemple, qui vont être, d'une population, qui vont se retrouver, sur une couleur un peu rouge, une terre rougeâtre, et les individus qui vont le plus, survivre, ça va être les individus qui vont le mieux se camoufler et donc les individus qui vont être un peu plus rougeâtres et forcément, si les insectes gris se font tous manger au fur et à mesure, et ben, il va nous rester que les insectes rougeâtres. Et on a une autre question pour les couleurs. Est-ce que les motifs et les couleurs d'avertissement similaires seraient liés à un prédateur commun? Non, pas forcément. Pas forcément. En fait, c'est vraiment, faut pas se dire que c'est, un motif pour un prédateur. C'est vraiment l'association des couleurs, rouge, orange, jaune avec du noir. C'est cette association-là de couleurs-là qui est la plus importante, mais pas forcément le motif. Le motif va surtout servir, s'ils sont plusieurs à avoir ce motif-là, à faire tous front, on va dire, et tous être utiles les uns envers les autres, envers ces autres espèces, en étant un peu, bah, soit dégoûtant, soit carrément toxique pour les prédateurs. Les prédateurs ne retourneront pas sur ce motif, mais ça peut être, très très varié. Ça peut être d'autres arthropodes comme des oiseaux, par exemple. Et côté diptère, donc tu as pu nous montrer un bon bill. Est-ce que ce n'est pas plutôt pour passer inaperçu auprès des hyménoptères qui parasitent? Ah, ça, Essaye c'est de une bonne changer de question. couleur. Eh bien, je ne connais pas la réponse à cette question, mais ma foi, ça m'intéresse. Je pense que je vais me renseigner. Mais c'est peut-être aussi, une possibilité, oui. Écoutez, je sais pas répondre à cette question. Et est-ce que les coléoptères ont-ils des couleurs pigmentaires? Oui, ils ont aussi des couleurs pigmentaires. Ça va être, notamment les coléoptères. En fait, ça va être la majorité des coléoptères, ceux qui ont une couleur très mate. Les couleurs structurales sont vraiment beaucoup plus liées au côté un peu, d'iridescence, un peu l'aspect métallique. Super. Concernant les vers luisants, la couleur qu'ils émettent est-elle toujours jaune-vert ou y a-t-il d'autres couleurs qui existent? En France métropolitaine, non, ça va être ces couleurs-là, ouais. Ailleurs dans le monde, je saurais pas répondre à cette question. Est-ce que l'alimentation peut avoir un impact sur la couleur des insectes ou pas du tout? Est-ce que l'alimentation peut avoir un impact? Il me semble que chez certaines espèces, oui, mais je ne saurais pas retrouver d'exemple. Heu, non, je ne vais pas réussir à retrouver d'exemple, mais j'ai déjà lu ça quelque part, oui. Et enfin, une autre question, le dimorphisme sexuel est plus présent dans quel groupe d'insectes? Est-ce que Oh, tu ça dépend saurais, vraiment. Ça dépend vraiment des groupes d'insectes, hein. Chez les libellules, par exemple, on a pas mal de différences. Chez les papillons aussi. Mais par exemple, chez les papillons, on a aussi plein de papillons qui vont être, se ressembler comme 2 gouttes d'eau entre mâle et femelle. Donc je dirais que ça dépend plus des espèces que des groupes d'insectes. Chez les coléoptères, on a plus dimorphisme sexuel, relatif à la forme. On pense par exemple aux scarabées rhinocéros, où les mâles vont avoir une grande corne sur le front, alors que les mâles pas du tout. Ou alors à la lucane cerf au lucane cerf-volant,
qui vont avoir des grandes mandibules alors que la femelle va en avoir des toutes petites. Mais c'est plus quelques espèces par-ci par-là. D'accord. Et Sarah, qui est une de nos collègues entomologistes à l'OPI, nous précise, n'oublions pas que les insectes ont 475 millions d'années d'évolution. Et oui, c'est ce qui fait toute cette diversité. C'est ça. Elle fait bien de le préciser. Merci beaucoup Anna Loël et à toutes et tous pour votre attention. Vous pouvez nous faire part de vos impressions dans une dernière animation WooClap ou par mail aussi. La vidéo de cette séance sera mise en ligne sur la chaîne YouTube de l'OPI ou OPI TV dans une semaine environ. Et nous espérons vous retrouver le mercredi 29 mai à la même heure pour une deuxième séance tournée vers l'histoire. Nous vous souhaitons une très bonne soirée et à très vite.